Je vais vous parler de la douleur version médecin de la chose. Et je vais vous parler de la science dite molle, celle qui est là, mais pour lesquelles on n'a pas tant de chiffres que cela. La douleur chronique, ça veut dire chronique. Si vous avez eu mal à la même place pendant 1 an ou 2, vous êtes pris avec ça pour le restant de vos jours. C'est une maladie. Alors, que signifie le mot guérison? J'étais à Lausanne. Lausanne, c'est le CHUV, le Centre hospitalier universitaire vaudois. Grosse place. Écoutez, c'est le culte de la place, plus que l'université. Et les étudiants sont collés sur l'hôpital. Et il y a donc des auditoriums. Et dans les auditoriums, je vois sur le mur ceci. C'est Ambroise Paré, un médecin un chirurgien du 15e siècle, qui écrit cela. Faites-en pas, je ne veux pas parler, je ne veux pas prouver que Dieu existe, c'est surtout pas ça. Mais Dieu le guérit. Guérit, que veut dire guérir? Sachez-le, j'ai appris que c'est au 10e siècle que le mot guérir est arrivé. Ça n'existait pas avant guérir. Alors, guérir veut dire garantir, protéger. Est-ce que c'est la job d'un médecin de garantir, de protéger? Probablement pas. Hein? Est-ce que guérir, c'est la même chose que se rétablir une fois qu'on a une douleur chronique? Est-ce que guérir veut dire revenir comme avant? Je vous donne un exemple. Certains d'entre vous ont eu une grosse peine d'amour. Vous avez souffert. Est-ce qu'une fois que vous êtes guéri de votre peine d'amour, vous voulez que ça revienne comme avant, que vous n'ayez jamais connu cette personne-là, que vous n'ayez jamais rien appris? Que veut dire le mot guérir? Je veux surtout vous parler, on a parlé de douleur, que la douleur, bien, qu'est-ce que vous voulez, c'est nous les médecins qui les ramassent, qui les voyons, ces patients-là. Donc, on se dit qu'il faut une belle relation soignant-soigné. C'est beau parce qu'en anglais, ils ne peuvent pas le faire, ce jeu de mots-là. Hein? C'est le fun. Pour une fois qu'en français, on est correct. Donc, je veux vous parler de la notion du soignant, qui reçoit jour après jour ces patients-là qui ont mal. Et ça fait la 18e fois que vous voyez le même patient qui vous dit « Docteur, j'ai encore mal ». Vous faites quoi avec ça? Pas très glamour, là. Hein? Je peux guérir un cancer, je peux aider un infarctus. Douleur, je ne peux pas faire grand-chose avec ça. On va se servir des médecins qui vont faire une formation. Donc, c'est 4 ans de médecine, puis après ça, ils vont être résidents. Étude que j'ai faite auprès des résidents. Les résidents, c'est donc ceux qui sont à l'étage, à l'hôpital, qui voient ces patients-là. Et dans un questionnaire, je leur ai demandé, avez-vous le sentiment que votre existence a un sens? Voici la réponse. Il y a donc 1/3 ou 28 des résidents, ceux qui sont en formation, qui sont là pour apprendre la médecine et aider des patients vulnérables, qui considèrent que leur vie n'a pas de sens. Mais ils sont là pour aider les patients qui ont mal. Quand on leur demande, vous êtes souffrant, de voir vos patients souffrants, comment vous vous débrouillez? Et ce qui aide le plus, c'est la famille ou le conjoint. Ils ne peuvent jamais se plaindre. Ils font des grosses heures, leurs patients sont malades. Ils n'ont pas de ressources, pas plus que moi, j'ai de ressources pour traiter la douleur. Ils ne veulent pas en parler à leur collègue. Le collègue dit hey, « j'ai ma journée dans le corps ». Ils ne peuvent pas en parler à leur patron, ils vont avoir une mauvaise évaluation. Ils ne peuvent pas leur en parler avec leur ami en médecine « oh, toi, tu es riche, de quoi tu te plains ». Et ils se ramassent seuls. Et c'est souvent, malheureusement encore, papa-maman qui les aide le plus. Mais c'est eux à l'hôpital que lorsque vous allez être malade, vont s'occuper de vous. Parce qu'ils rencontrent de la souffrance jour après jour. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Pourquoi c'est important? C'est le taux de burn-out des médecins aux États-Unis. Les chiffres sont en bas, 30 et 80 Je veux pas qu'on plaigne les médecins, là, c'est pas ce que je veux dire. Mais de voir de la souffrance jour après jour, et on vous a expliqué qu'il n'y a pas de nouvelles pharmacologies, il n'y a pas de nouvelles avancées, mais ces patients-là reviennent dans notre bureau, jour après jour. On fait quoi avec eux autres? Et c'est pas une question de charge de travail, puis c'est pas une question d'argent. Hein? Mon interprétation, c'est une question de sens. Du travail. Comment on va en venir à bout? Parce que vous comprenez que ce que je viens de vous dire, c'est que vous avez du monde souffrant et malade et qui ont de la douleur chronique. Et de l'autre côté, ceux qui sont censés les aider semblent être aussi souffrants. Donc, d'un côté, on pousse à dire « vous devriez nous aider », puis de l'autre bord, disent « on en a plein ». Comment on peut y arriver? Je vous propose ce schéma qui n'est pas très... En gros, c'est les enfants en post-opératoire vers l'échelle de douleur. Et c'est au jour 2. Donc, en post-opératoire, au jour 2, les enfants ont mal. Hein? Ils ont été opérés, le lendemain, ils ont mal. Vous êtes assez d'accord? Donc, 1991, 2000, 2001, et j'aurais pu mettre 2016, c'est la même chose. Donc, douleur légère, douleur modérée, douleur sévère. 1991, c'est l'année que je commence à m'intéresser à la douleur. De 91 à 2000, je donne des cours, je donne des ateliers, je donne des conférences, je vais les voir, je leur parle, je fais un paquet d'affaires. Et la quantité d'enfants qui sont passés avec une douleur
modérée ou une douleur légère est passée de 41 à 54 après 9 ans de... Vous savez, c'est quoi d'être assis dans une salle de classe? Bien, c'est ce que je faisais. Là. Je allais lui parler de même. Puis, il me semble que je suis convaincante, hein? Mais non. Ça n'a pas marché. En 2000 et 2001, il se passe 6 mois. Et en 6 mois, j'ai réussi ça. Comment j'ai réussi ça? Comme ça. J'ai fait un algorithme de traitement de la douleur. La douleur, c'est 0 à 10. Échelle visuelle analogue. J'ai sorti les médecins de la place. J'ai demandé au médecin de signer et j'ai dit à l'infirmière, c'est toi maintenant qui s'en occupe. L'infirmière allait voir le patient, c'est des enfants qui avaient tous plus de 5 ans, qui disaient, j'ai mal à 6, j'ai mal à 4, j'ai mal à 3. L'infirmière regardait ça et donnait ce qui est là. Tu ne poses pas de questions, c'est subjectif, c'est ce que tu me dis, parfait. Et elle donnait ça. Et ça fait qu'en 6 mois, j'ai réussi plus qu'en 9 ans. Pourquoi? J'ai arrêté de m'obstiner, j'ai arrêté de donner des cours, je me suis fiée. Et ce qui fait que ça a autant changé, c'est que les infirmières ont réalisé qu'au lendemain d'une chirurgie, c'est une simple appendicite. T'sais. Mais le lendemain, le petit, il ne veut pas se lever, puis il a mal. Puis non, je ne veux pas déjeuner, puis non, je ne veux pas aller me laver. Mais si tu as pas mal le lendemain, bien, tu manges. Puis ça ne te dérange pas de te lever puis qu'on change ton pansement. Les infirmières, au bout de 6 mois, ont très bien compris qu'un patient qui a pas mal, c'est drôle pour le fun. Fait que tous mes mots ne servaient à rien, mais le comportement du petit qui a plus mal, ça marchait. Et la nuit, les résidents se faisaient plus appeler. « Hey, ton patient dans le 6, il a mal, je peux lui donner quoi? » C'était fini. Les infirmières savaient quoi faire. Ce qui m'amène à dire que je pense qu'il y a des fois qu'il faut changer l'attitude. Ça, c'est quand on vous assoit sur une salle de classe puis on vous dit « Ah, vous ne devriez pas penser à ça, vous devriez penser à ça et comme ça. » Mais qu'il y a des fois, je pense que c'est le comportement qui change l'attitude. Et la question est pour vous, comment allons changer le comportement des soignants ou des patients? Puis se plaindre? Pas vraiment d'allure. Le comportement, comment est-ce qu'on va faire pour changer? Et les mots, je les ai utilisés. J'utilise l'hypnose dans ma pratique. Puis on me regarde, c'est quoi ça? Bien, venez dans mon bureau, puis voyez ce que je fais avec, puis regardez le comportement. Puis j'aurais peut-être pas besoin de changer l'attitude. Je termine avec une dernière diapo, je pense, et c'est celle-ci. Ma recherche, je ne la fais pas au laboratoire, je la fais près du monde. Et je me sers beaucoup de la recherche qualitative, c'est-à-dire des récits, de la recherche avec des histoires. J'analyse des narrations, des verbatims pour ma thèse que j'ai faite 20 ans après. J'ai fait mon cours de médecine et 20 ans après, j'ai décidé de faire un doctorat. C'est comme ça, sur la souffrance. J'avais 800 pages de verbatim à analyser. Ça, c'est une de mes étudiantes à la maîtrise qui a montré ceci, c'est que les patients qui ont de la douleur chronique, qui viennent voir leur médecin, on s'est servi de Ricard, qui est un philosophe, qui parlait de l'identité narrative, le « je ». Hein, je suis qui, moi? Essayez de dire qui vous êtes sans dire que vous êtes un homme ou une femme, que vous êtes en couple ou pas, que vos préférences sont là puis que vous allez à l'école. Dites-moi qui vous êtes. Pas facile, hein? Alors, à l'école, on peut dire « que suis-je », ce que je viens de faire. Qui suis-je? Ah, ça, c'est autre chose. Qui suis-je? C'est ce qui est sous le niveau de la mer. Donc, c'est une étudiante qui est allée voir des patients, des médecins. Elle n'a pas vu de patients. Elle a vu des médecins qui s'occupent de patients chroniques. Et ce qu'ils ont dit, c'est que j'ai été obligée de développer une compétence relationnelle. C'est que le patient m'explique avec sa tête, je réponds avec ma tête, mais si je veux vraiment l'aider, je m'en viens en bas. Ce qui est une toute autre histoire. Comment on l'enseigne? Je vous le laisse. Je suis médecin et j'étudie les médecins. Habituellement, les médecins ne sont pas les rats de laboratoire. Habituellement, c'est d'autres. Hein? C'est les autres qui sont les rats de laboratoire. Mais juste pour vous dire que les médecins, il y a plein de monde qui peuvent les étudier. Les philosophes, les journalistes, les psychologues, les sociologues. Je vous laisse là-dessus.